Je vais vous parler du PSA. Pendant que je préparais cette présentation, je me suis rendu compte que parler du PSA sans parler de dépistage, ce n'est pas évident. Hein, mais je vais essayer de rester en dehors du dépistage parce que c'est Hervé qui va nous parler après. Donc je vais faire un petit peu un point de tous les aspects du PSA aujourd'hui, l'année 2016. Donc la définition, c'est ce qu'on appelle, ça appartient à la famille des calicréines, c'est une calicréine de type 3. Le PSA sert à liquéfier les spermes afin de faciliter les déplacements de ces spermatozoïdes et également on suppose qu'il aide à dissoudre la mucose cervicale, la glaire cervicale, favorisant ainsi l'entrée du sperme dans l'utérus. Voilà. C'est un glycoprotéine de taille moyenne, de 34 000 Dalton, 205 aminoacides, c'est codé au chromosome 19. Donc il a été découvert par Albin dans l'année 70. Il a été décrit comme un marqueur de cancer de la prostate par Gouin et collaborateurs en 1979. Et en 1987 démarre l'application clinique, mais à l'époque, on ne savait pas comment on l'utilisait. Il n'avait pas de règles de pratique. Est-ce qu'elle servait pour les diagnostics, pour les suivis, quels étaient les seuils, etc. Donc ce n'était pas clair du tout. En tout cas, il remplace les phosphatase alcalines comme marqueur de cancer de la prostate. Et les grands changements, c'est que là, on passe à diagnostiquer la maladie dans les stades métastatiques, à les stades, dans certains cas, localisés. Donc, dans les années 90, il est utilisé pour les diagnostics précoces, mais d'une façon, disons, hétérogène. On ne savait pas très bien comment il fallait l'utiliser. En France, les premières règles d'usage du PSA sont publiées par l'AFU l'année 2002. Et là, d'emblée, on parle d'en faire un dépistage entre 50 et 75 ans avec un toucheur rectal. Ce qui concerne la molécule, donc c'est une expression régulée par les androgènes. Hein, il faut avoir un stimule des androgènes. Il est sécrété quasi exclusivement par les cellules épithéliales de la prostate et une petite quantité par les cellules épithéliales des glandes périurétrales. Sa demi-vie est de 2 à 3 jours. Il se limite par le foie. Et on la retrouve également dans les salives. Les mécanismes d'élévation du PSA, la première chose qu'on pense, qu'on imagine, quelque chose que même moi j'ai cru pendant longtemps, c'est qu'il y a une augmentation de la production. Mais pas du tout. Ce qu'il y a, c'est une augmentation du passage et il y a une augmentation de la perméabilité vers les vaisseaux. Donc les passages sériques du PSA seraient liés à l'altération de ces structures glandulaires et de la barrière glandulaire, ce qui permettrait un plus grand passage du PSA dans la circulation sanguine. Donc la concentration dans le liquide séminal est environ 1 million de fois supérieure que celle du sérum. Et son élévation sérique varie en fonction du volume et la nature des tissus prostatiques. Alors que pour 1 gramme de tissu prostatique normal ou d'adénome, on a environ 0,3 nanogrammes par millilitre. Pour 1 gramme de cancer, on a 3 nanogrammes. Le mode de détermination, il y a plusieurs techniques ici. Les plus fréquemment fait en France, c'est ces deux-là. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut savoir que ça met environ 18 minutes pour déterminer un taux de PSA. On va parler des différentes formes de PSA. Donc il y a les PSA total, les PSA libres et les ratios. Tout ça, on est plus ou moins familiarisé avec ça. Mais après, il existe les complexés, l'index PHI, les pro-PSA, la densité, la cinétique du PSA qui comporte la vélocité et le temps de dédoublement. Donc le PSA total, c'est la forme active. Il est lié à une molécule de transport, soit l'alpha-2 macroglobuline ou bien l'alpha-1 chymotrypsine. Et puis le PSA libre qui est lié à rien, mais qui est inactif. Le PSA total, donc classiquement on utilise le seuil de 4 nanogrammes par millilitre. Avec cette valeur, la sensibilité pour détecter un cancer de prostate est d'environ 70% et la spécificité de 90%. En situation de dépistage individuel, donc la valeur prédictive positive du PSA total est de 25 à 35% pour une valeur entre 4 et 10. Ça veut dire que 3 patients sur 10 environ vont avoir un cancer. Et 50 à 80% dès que le PSA dépasse 10 nanogrammes par millilitre. À ce moment-là, entre 5 et 8 patients sur 10 vont avoir un cancer de prostate. Toujours une situation de dépistage individuel, la valeur prédictive négative du PSA est de 90%. Ça veut dire que si le PSA est inférieur à 4, il n'y a qu'un patient sur 10 qui va avoir un cancer de prostate. Quand le PSA est entre 4 et 10, 70% des cancers qui sont diagnostiqués vont être localisés à la prostate. Voilà, l'index entre le PSA libre et le PSA total, le PSA libre est la fraction du PSA total non lié à des protéines, on vient de le voir, il représente environ 30% du PSA total. Le PSA libre descend, la concentration de PSA libre descend quand il y a un cancer de la prostate, on verra maintenant pourquoi. Et on sait que quand ce ratio est inférieur à 15%, c'est suspect d'un cancer de prostate. Aujourd'hui, la détermination du PSA libre n'est plus conseillée pour le dépistage du cancer de la prostate. Mais ça, on verra tout à l'heure. La densité du PSA, donc la densité du PSA rapporte le taux de PSA total, soit au volume de la prostate, soit au volume de l'adénome.
la densité de PSA améliore la valeur diagnostique de PSA dans la tranche entre 2,5 et 10. Mais le problème, c'est qu'obtenir cette mesure est compliqué parce qu'il y a des grosses variations entre les différents examens. Donc, pour un même patient, on fait 12 échographies à 15 jours d'intervalle et on peut avoir une différence de 20 grammes, 30 grammes. Donc ça rend difficile l'application clinique de ce paramètre. La cinétique de PSA, la vélocité de PSA, c'est l'augmentation linéaire de PSA dans le temps. Ça se mesure en nanogrammes millilitres par an. Les PSA total augmentent plus vite en cas de cancer de prostate qu'en cas d'adénome, ça vous le savez. Et on considère qu'au-delà de 0,75 nanogrammes millilitres par an, il y a un risque augmenté de cancer de la prostate. Le temps de doublement de PSA, donc mesure l'augmentation exponentielle de PSA, s'exprime moins, c'est un facteur pronostic important et on l'utilise régulièrement pour la surveillance active de cancer de la prostate et on l'utilise également pour diagnostiquer les récidives biologiques, poursuivre les récidives biologiques après un traitement curatif. Plus le doublement de temps est court, plus la maladie est considérée comme agressive et à risque de progression. Les PSA complexés, c'est les PSA total liés au hormone de transport sans les PSA libres. Il serait légèrement plus spécifique que les PSA total, mais il est très difficile à déterminer, très cher, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt clinique. Après, il y a des autres isoformes de PSA, les pro-PSA, les PSA intacts, la calicréine humaine de type 2, souvenez-vous que les PSA étaient les type 3, et puis il y a même un PSA bénin. Le dosage de tous ces isoformes en association avec les PSA total et les PSA libres peut avoir un intérêt clinique, mais ce sont des formes qui sont difficiles à déterminer, qui sont coûteuses, donc il n'y a pas encore vraiment de standards. Les pro-PSA, dont les pro-PSA est une pré-protéine de 261 acides amines, donc le clivage par la protéase produit la formature de PSA libre. En fait, on sait que quand il y a un cancer, il y a moins de PSA. C'est parce que la protéase, la polymérase qui doit couper les brins d'ADN pour former les PSA libres ne marche pas bien quand il y a un cancer. D'un coup, il y a moins de PSA libres qui est produit, mais par contre, il y a beaucoup plus de tous ces isoformes anormales. Donc il y a moins de PSA libres, mais il y a beaucoup plus de déchets. Donc ce type de PSA, donc, il est fortement exprimé par les cellules cancéreuses et l'augmentation est corrélée à la probabilité de cancer de la prostate. Et également, il a été lié à des formes plus agressives de cancer de la prostate. Donc là, il y a un intérêt et il y a déjà quelques endroits, surtout aux États-Unis, qu'on commence à déterminer les pro-PSA. La HK2, c'est une série de protéines de la même famille des protéines, dont son expression est augmentée dans le cancer de la prostate peu différenciée. Donc, il y a une corrélation avec les grades, surtout, du cancer. Les index PHI, donc c'est les Prostate Health Index, je dis, ils commencent à s'utiliser dans quelques endroits, surtout aux États-Unis pour le moment. Et donc, ils combinent les résultats de PSA total libre et les pro-PSA pour calculer cet index selon cette formule. Donc, la sensibilité et la spécificité est 3 fois supérieure à celle du PSA. Quand on a un index inférieur à 20, les risques d'environ 10%, entre 20 et 40, 20%. Et quand on a un index PHI supérieur à 40, les risques d'avoir du cancer est de presque 50%. Et tout ça avec une spécificité qui est supérieure à celle du PSA. Donc, il y a également un intérêt pour détecter les maladies les plus agressives dans un état précoce de la maladie. Donc, selon l'AFU, déjà en 2013, l'AFU nous dit ça. Alors qu'en France, déterminer le pro-PSA, c'est très compliqué. Mais l'AFU déjà nous dit en 2013 que l'index PHI apparaît comme le meilleur élément prédictif de cancer de la prostate pour un PSA total compris entre 1,6 et 8 nanogrammes par millilitre. Et permet de réduire de façon significative les indications de biopsie. Mais malheureusement, on n'a pas encore cette... on n'a pas accès à la détermination de ces pro-PSA en France. Le PSA bénin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un PSA qui est lié à l'adénome. Voilà, si vous regardez toutes ces formes qu'on vient de parler, regardez comme l'air sous la courbe, les plus mauvais, c'est les PSA en bleu. Tous les autres, a priori, ils sont meilleurs en spécificité. Et surtout, voilà, les deux qui ont le plus, c'est l'index et la fraction de PSA, les pro-PSA des types 2. D'accord. Donc voilà, celles que l'utilise, c'est les moins bons de tous, mais c'est les plus faciles. Je ne peux pas parler des marqueurs tumoraux. Je sais qu'on parle de PSA, mais il faut que je vous dise un mot sur les gènes PCA3. Donc il est quantifiable dans les sérines. C'est un test diagnostique, hein. C'est un gène qui est exprimé par les cellules cancéreuses.
Elle est exprimée uniquement par les cellules prostatiques, y compris les cellules métastatiques. La surexpression dans les cancers de prostate est entre 66 et 140 fois plus que dans les cellules normaux. La sensibilité et la spécificité est supérieure au PSA avec une sensibilité de presque 90%, une spécificité de 75%. Regardez, voilà, ce sont des patients qui ont eu une biopsie après avoir suivi les PCA3. Regardez comme quand les résultats sont supérieurs à 100, on a 80% des biopsies positives et la moitié de ces biopsies sont positives pour une maladie de haut grade. Donc c'est vraiment quelque chose qui est disponible en France. Il y a 2 labos il y a 2 kits disponibles. Le problème, c'est que ça coûte 300 €. Il n'est pas pris en charge par la MED. Mais c'est quelque chose qu'on utilise de temps en temps. Et il y a un rôle important à démontrer à l'heure d'indiquer une 12e biopsie de prostate. Voilà. On va parler maintenant un peu d'épidémiologie. Et il y a eu, surtout en France, un usage excessif du PSA, en dehors des bornes recommandées par l'AFU depuis le début, depuis la première fois que l'AFU s'est prononcé, et a toujours parlé de ces tranches d'âge entre 50 et 75 ans. Par contre, il y a presque 1 million d'hommes de plus de 75 ans qui ont réalisé au moins un PSA entre 2008 et 2010. Il y a 16 000 hommes de plus de 75 ans qui ont eu une biopsie de la prostate. Il y a 21 000 hommes de plus de 75 ans qui ont eu un traitement actif pour un cancer de la prostate entre les années 2008 et 2010. Donc, comme vous voyez, il y a un excès, il y a beaucoup de problèmes avec le PSA, mais c'est peut-être parce qu'on ne l'utilise pas tout à fait comme on est censé de l'utiliser. Ça, c'est le taux de hommes avec au moins un dosage de PSA en France à l'année 2011. Regardez comment vous avez, même des hommes de plus de 85 ans, il y a 20% d'hommes qui continuent à avoir son PSA dossé. Et c'est vraiment la tranche d'âge à 70 ans qui en a les plus grands, 65 et 70 ans, qui en a le plus grand nombre d'hommes qui sont dépistés. Et on va voir un peu plus loin que malgré tout, il y a une diminution. Il y a eu une explosion de l'utilisation en 2010. Regardez comme la France, c'est le premier consommateur mondial de PSA. Il y a eu une explosion dans les années 2010. Et puis, depuis, ça descend un tout petit peu. D'accord ? En 2010, il y a eu 46% des hommes de plus de 80 ans qui ont eu un dosage de PSA. Ce qui est énorme. Et voilà, les taux d'utilisation de PSA en France, comme vous voyez, c'est assez hétérogène. On ne l'utilise pas de la même façon un peu partout. Nous, on est un tout petit peu dans la moyenne. Mais c'est simplement pour montrer qu'on ne fait pas tous la même chose. 20% des fois, le motif de la demande de l'examen, 2 patients sur 10, c'est les patients même qui réclament un dosage de PSA. 73% des cas, c'est les médecins traitants qui le font. 6% automotifs et 0,7% des hommes ne savent pas ou ne veulent pas répondre. Doser un PSA en France métropolitaine, un PSA total coûte 13 €. Par contre, un PSA libre coûte 25 €. Ça, ce sont des prix des tarifs de 2011. L'année 2014, la Sécu a dépensé 33 millions d'euros en dosage de PSA, ce qui fait 4,5 millions d'examens. 21% des dosages, ça veut dire 10 millions d'euros, étaient pour les PSA libres et 88% des dosages, et je me suis trompé là, 78% des patients, donc 23 millions d'euros pour les PSA total. Seulement 6% des PSA en France sont prescrits par les urologues. Depuis ces années 2008-2010, il y a quand même une petite amélioration. Donc il y a regardez, entre patients de plus de 75 ans, en 2009, il y avait 53% des patients qui avaient eu au moins un dosage de PSA. Ça diminue un tout petit peu, 46%. Donc il y a quand même une descente il y a une amélioration de l'utilisation du PSA. Et ça s'est traduit, regardez, déjà en seulement 5 ans, il y a déjà une diminution de 10% des hommes qui sont testés. Et ceci a fait diminuer le nombre de biopsies de 34%. Le nombre de prostatectomies radicales a diminué de 24 000 à 19 000 en seulement 5 ans. Tout ça, bien sûr, à cause de l'apparition de la surveillance active également. Voilà. Ça, c'est pour démontrer la même chose qu'on vient de dire. Voilà, c'est une diminution. Regardez les taux d'utilisation de PSA en 2014 par rapport à les années précédentes. Donc, il y a cette tendance à utiliser un tout petit peu moins les PSA. Voilà. Les PSA en pratique, voilà. Ça, c'est les risques de survenue d'un cancer de la prostate selon l'âge et le taux de PSA.
pour un homme de moins de 50 ans, un PSA inférieur à 5 diminue, il a un risque inférieur à 7,5%. Par contre, un PSA entre 0,5 et 1 multiplie les risques fois 2,5. Un PSA entre 2 et 3 avant les 50 ans multiplie les risques d'avoir un cancer fois 19. À l'âge de 50 ans, dans la cinquantaine, un PSA inférieur à 1,5 ne varie pas les risques. Par contre, un PSA supérieur à 1,5 multiplie fois 5 les risques d'avoir un cancer de la prostate. Si à 60 ans, on a un PSA inférieur à 1, le risque de faire un cancer de prostate est de 2%. Donc, un patient de 60 ans qui a un PSA inférieur à 1, c'est bon, vous pouvez arrêter de contrôler son PSA. Dans tous les cas, on va doser un PSA chez un patient qui a un bon pronostic vital et qui a une espérance de vie d'entre au moins 10 à 15 ans. Il faut proposer un PSA aujourd'hui aux hommes qui ont au moins 50 ans. À un moment donné, on avait évoqué de commencer les contrôles du PSA à 40 ans, mais c'est démontré que ça n'apporte rien. Les hommes de 45 ans avec une histoire familiale de au moins 2 proches des cancers, avec une histoire de cancer familial de prostate avec au moins du relatif touché par un cancer de la prostate, et aussi chez les Afro-Américains, les Antillais en France, à partir de l'âge de 45 ans. Ensuite, en fonction de cette première valeur du PSA, il faut proposer un suivi adapté au risque. Donc, on a déterminé la population de haut risque. Il faut faire un PSA tous les 12 ans jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire des patients qui, entre 45 et 50 ans, ont un PSA supérieur à 1,6, des patients qui, entre 51 et 55 ans, ont un PSA supérieur à 1,9, et les patients qui, au-delà des 60 ans, ont un PSA supérieur à 2. La population à risque faible, c'est tous les autres, on fait un contrôle de PSA tous les 8 ans. Ça, c'est la nouvelle, c'est ce qui était dit pour l'AFU. Ça, c'est la nouvelle classification qui a été donnée par la Société européenne d'urologie. En fait, l'AFU va donner ses recommandations dans un mois. Et les guides européens ont déjà été publiés pour 2016. Donc, ce que je viens de vous dire, probablement, va se traduire à ceci. D'accord? Donc, ça, c'est les Européens, celles que je viens de voir, c'est les Françaises, mais qui datent de 2013. Donc, aujourd'hui, j'imagine que dans un mois, on aura plus ou moins ça de la part de l'AFU. On fait un premier PSA à l'âge de 50 ans. Ensuite, il y a 3 groupes de risques. Population à faible risque, c'est un homme sur 2. Si on a un PSA inférieur à 1, on fait un deuxième PSA à l'âge de 55 ans et un troisième et dernier à 60 ans. S'il reste inférieur à 1, c'est fini. Donc, ça veut dire 3 PSA. La moitié des hommes, 3 PSA, ça suffit. Un homme sur 2, 3 PSA dans la vie d'un homme sur 2 suffit. La population à haut risque, donc on va faire un PSA tous les 12 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, ou jusqu'au moment qu'il a une espérance de vie de 10 à 15 ans. Si c'est avant. Ça, c'est un quart des hommes. Ce sont les patients qui, entre 45 et 50 ans, ont un PSA supérieur à 1,6, qui, entre 51 et 55 ans, ont un PSA supérieur à 1,9, ou les patients qui ont un PSA supérieur à 2 à l'âge de 60 ans. En dernier lieu, il y a encore un quart d'hommes qui sont à risque intermédiaire. Voilà, c'est les patients qui est juste entre les deux, entre 1 et 1,6, entre 45 et 50 ans, entre 1 et 1,9, jusqu'à 55 ans, et avec un PSA entre 1 et 2 à 60 ans. Comme conclusion, le PSA reste le seul test de dépistage du cancer de la prostate dans un état localisé. Il n'y a pas d'alternative disponible à ce jour, c'est-à-dire accessible, donc il a le PSA3 mais n'est pas remboursé. L'usage du PSA est hétérogène et excessif en France, surtout parce qu'on n'a pas respecté les recommandations d'usage. Et le problème, c'est qu'on a diagnostiqué beaucoup de cancers qui sont indolents et qu'on a surtraité beaucoup de cancers. Malgré tout ça, il y a actuellement une tendance vers l'amélioration des pratiques depuis 2010. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, aux médecins généralistes, c'est qu'il ne faut plus considérer le PSA comme un test diagnostique, mais comme un test d'évaluation du risque d'un patient, pour s'appuyer. D'accord? Et je pense que c'est tout. Maintenant, c'est le dépistage. Bravo.